Pendant longtemps, le consommateur n'a été qu'un chiffre, un flux à optimiser, un panier moyen à faire croître, une fréquence d'achat à maximiser. Le client fidèle n'était guère plus qu'un résultat statistique enfermé dans un tableau CRM. Quant au client déçu, il disparaissait dans le bruit, souvent sans laisser de traces, dans une époque où l'opinion publique n'était pas encore synonyme de tweet viral ou d'avis Google. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, la donne a changé. Non seulement le client veut être reconnu, mais il exige aussi d'être compris. Il ne veut plus être segmenté, il veut être considéré. Il n'achète plus seulement un produit, il attend une expérience personnalisée, fluide, intuitive, sincère, en un mot, humaine. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Quel enseignement consacré à la relation client? De façon plus précise, le sujet s'intitule « Prendre soin de ses clients au-delà du produit, une culture de la relation ». En effet, dans un monde où les produits se ressemblent, où les prix s'ajustent en temps réel, où les interfaces s'uniformisent, où la concurrence est toujours à un clic, une vérité s'impose lentement mais sûrement. Ce qui distingue durablement une marque, c'est la qualité de la relation qu'elle entretient avec ses clients. Ce n'est pas un scoop et pourtant, force est de constater que la plupart des entreprises continuent à investir davantage dans le produit que dans l'attention. Elles cherchent à séduire avant de chercher à fidéliser. Elles promettent qu'elles ne promettent plus qu'elles n'écoutent. Elles traitent encore trop souvent le client comme une donnée transactionnelle quand celui-ci attend bien plus de la considération, de la cohérence, une vraie relation. Et prendre soin de ses clients, voilà une expression que l'on entend souvent, mais dont on mesure rarement la portée. Prendre soin, ce n'est pas simplement répondre à un email dans un temps donné ou afficher un NPS en hausse. Prendre soin, c'est une sorte de posture, une culture, une éthique de la relation. Et cela suppose d'instaurer une continuité dans les attentions, une sincérité dans les interactions et surtout une capacité à traduire les valeurs de la marque dans les moindres détails de l'expérience client. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai le privilège de donner ici même la parole aux dirigeants du retail, du e-commerce, de la tech, du lifestyle, du luxe ou encore de la distribution alimentaire. À travers leurs témoignages, un fil rouge s'est dessiné. Derrière les stratégies d'expansion, les discours sur la data, les logiques d'omnicanalité, il y a toujours une obsession récurrente. Comment mieux comprendre, mieux servir, mieux accompagner leurs clients. Et parmi ceux qui se distinguent, ce n'est pas forcément par la taille de leurs investissements marketing ou la puissance de leur stack technologique, mais bien par la qualité de leur attention, la force
de leur lien, la justesse de leur écoute. C'est ce que j'ai pu observer chez Kabaya, Maison 123, Fnac Darty, Socook, Zalando, Rakuten, Patine ou encore Picnic. Chacun à leur manière, ces acteurs ont fait de la relation client un pilier stratégique, une responsabilité partagée et parfois même un véritable atout culturel. Dans ce format long, je vous propose de parcourir les enseignements tirés de ces échanges, de croiser les approches, de confronter les logiques pour dessiner les contours d'une conviction à l'heure où tout s'accélère. Prendre soin de ses clients est peut-être la seule manière durable de ralentir le churn et d'accélérer la préférence. Commençons d'abord par l'intention, l'attention. L'attention, passer à l'intention, replacer le client au centre. Pendant longtemps, le consommateur n'a été qu'un chiffre, un flux à optimiser, un panier moyen à faire croître, une fréquence d'achat à maximiser. Le client fidèle n'était guère plus qu'un résultat statistique enfermé dans un tableau CRM. Quant au client déçu, il disparaissait dans le bruit, souvent sans laisser de traces, dans une époque où l'opinion publique n'était pas encore synonyme de tweet viral ou d'avis Google. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, la donne a changé. Non seulement le client veut être reconnu, mais il exige aussi d'être compris. Il ne veut plus être segmenté, il veut être considéré. Il n'achète plus seulement un produit, il attend une expérience personnalisée, fluide, intuitive, sincère, en un mot, humaine. Dans les échanges que j'ai pu avoir avec plusieurs dirigeants du secteur, ce déplacement du curseur du produit vers la personne est clairement assumé. On ne vend plus une robe, on vend une intention, me confiait récemment Axel Matéry, la directrice générale de Maison 123. Cette intention, elle se traduit dans chaque détail du parcours client, de l'accueil en boutique, à la tonalité d'un email, du ton d'un conseiller, au temps qu'on accorde à une réclamation. Ce n'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur même de la promesse client. Chez Maison 123, cette conviction a guidé le repositionnement complet de la marque. En 5 ans, pour rappel, l'enseigne est passée d'une image poussiéreuse à un positionnement premium assumé, appuyé par une culture du service renforcée. Ce virage ne s'est pas fait uniquement sur l'offre produit, il s'est construit en interne par la formation des équipes, la refonte de la posture en magasin, l'alignement des canaux et une exigence nouvelle sur la manière de s'adresser aux clientes. La relation n'est plus accessoire, elle est centrale car elle incarne la confiance. Même constat chez Christian Louboutin, dont l'excellence relationnelle est à la hauteur de la promesse de marque. Ici, tout est affaire de raffinement. Ce n'est pas la personnalisation qui fait la différence, mais la précision de chaque interaction, la finesse du détail, la mémoire du client. Dans l'univers du luxe, la relation est à la fois un art et une exigence absolue. L'émotion est au cœur de la fidélité, mais ce recentrage sur le client n'est pas réservé aux marques premium. Il traverse l'ensemble du paysage retail, y compris les enseignes plus accessibles, et cela se manifeste de plusieurs manières. D'abord, par la volonté croissante d'avoir des équipes plus autonomes et responsabilités dans la relation. Chez Socook, par exemple, la relation client est pensée comme un accompagnement à long terme. Et pour rappel, Socook est une enseigne du groupe Fournier, comme Mobelpa, spécialisée dans la cuisine équipée. À la différence de ses concurrents directs, elle a bâti son succès sur un double engagement, des prix transparents et une relation client de proximité. Chaque projet client est ainsi pris en charge par une sorte de coach, Socook, un interlocuteur unique qui suit le client tout au long de son parcours, de la découverte de besoins à la pause finale de la cuisine. Cette approche casse les silos traditionnels entre vendeurs, concepteurs et installateurs. Elle responsabilise l'humain tout en créant une relation de confiance très forte avec le client. Et c'est bien cette qualité de suivi, cette constance de l'attention qui permet à l'enseigne de générer des taux de satisfaction remarquables dans un secteur pourtant réputé complexe, je crois qu'on le sait tous. Mais cette attention ne peut exister sans intention, car derrière chaque dispositif relationnel efficace, il y a une volonté stratégique claire, celle de construire une expérience qui respecte le client, qui le considère comme un partenaire, pas comme une variable d'ajustement. Et cela suppose de revoir la conception même du parcours client,
L'attention n'est plus seulement une qualité individuelle, elle devient une architecture organisationnelle. Il ne s'agit plus simplement de répondre à une demande, mais d'anticiper, d'orchestrer, d'enchanter. Il s'agit de penser chaque interaction, qu'elle soit physique ou digitale, comme une opportunité de réassurance ou de surprise. Ce glissement de l'attention vers l'intention se traduit aussi par une remise en cause des indicateurs de performance. Le ROI ne suffit plus, il faut des indicateurs qualitatifs. Un bon NPS est une chose, mais un retour client sincère, un échange authentique, une fidélisation durable valent souvent bien plus. Et les entreprises qui réussissent à recréer de la loyauté dans un monde qu'on pourrait qualifier d'infobésité, sont celles qui prennent le temps de s'attarder sur ce que le client ressent et pas seulement sur ce qu'il achète. Cette bascule est exigeante, elle demande du temps, des moyens et surtout une posture, car au fond, prendre soin de ses clients, ce n'est pas tant une technique qu'une intuition. Et dans un monde saturé d'outils, ce sont les intentions qui font encore la différence. Alors là-dedans, le service devient comme le prolongement du produit. À une époque où les produits se copient en quelques mois, où les fiches techniques s'uniformisent, où le design seul ne suffit plus à créer l'adhésion, un levier stratégique se détache nettement, le service. Longtemps relégué au rang de centre de coût ou d'ajustement après-vente, le service est aujourd'hui repensé comme un prolongement organique du produit, une extension de la promesse de marque et parfois même comme son principal levier de différenciation. Dans une économie où tout s'accélère, ce sont les marques capables de ralentir au bon moment pour écouter, accompagner, rassurer, qui parviennent à tisser un lien fort, durable, presque affectif avec leurs clients. C'est ce virage qu'a pris Fnac Darty sous la houlette d'Enrique Martinez. Le groupe a opéré une mue silencieuse mais stratégique. D'un distributeur de biens techniques ou culturels, il est devenu un fournisseur de services relationnels et techniques à forte valeur ajoutée. Le programme Darty Max illustre parfaitement cette transformation. Pour quelques euros par mois, les clients peuvent faire réparer une large gamme d'appareils électroménagers, même acheter ailleurs. Derrière cette offre, il y a bien sûr une logique économique, celle d'un modèle par abonnement plus prévisible et fidélisant. Mais il y a surtout une logique de confiance. Le résultat devient une preuve tangible de l'engagement de la marque. Nous serons là après la vente, quoi qu'il arrive. Plus largement, Fnac Darty structure toute sa proposition autour de cette idée. Le produit seul n'engage plus, c'est le service qui rassure, qui attache et qui retient. Le SAV est internalisé, le conseil est valorisé, les engagements de réparabilité sont formalisés et le service client est intégré aux réflexions stratégiques. Dans une économie où la confiance est un actif rare, cette posture relationnelle est devenue un avantage concurrentiel. À l'opposé du spectre, dans un univers plus jeune, plus digital, l'Uni adopte une logique servicielle, elle aussi très poussée, mais dans une autre tonalité. La marque, connue pour sa boîte à histoire éducative à destination des enfants, a fait de la relation avec les parents le véritable cœur de son modèle, car vendre un produit à un enfant, c'est aussi et surtout convaincre l'adulte qui l'accompagne. Ici, le service ne se limite pas à répondre à une réclamation ou à traiter une panne. Il consiste à créer un climat de confiance éducative. Parents et grands-parents doivent sentir qu'ils achètent plus qu'un objet, une promesse de qualité, de sécurité, d'apprentissage. Le moindre dysfonctionnement, la moindre attente logistique, la plus petite inquiétude sur le contenu, tout est pris au sérieux, traité avec soin, dans une logique de bienveillance et de disponibilité. Et cette posture porte ses fruits. Non seulement le bouche à oreille est puissant, mais la fidélité s'installe. Le service devient ici l'amplificateur silencieux de la promesse pédagogique. Ce n'est pas la technologie qui fidélise, c'est l'attention portée aux familles. Troisième exemple, dans un tout autre registre, Picnic. Cette enseigne de livraison de courses alimentaires 100% en ligne, originaire des Pays-Bas, a fait de l'excellence opérationnelle son ADN. Ici, le produit est basique des courses du quotidien, mais le service est d'une rigueur exemplaire et c'est précisément là que réside sa valeur. Chez Picnic, tout est pensé pour éviter la friction. Pas d'interface surchargée, pas d'erreur logistique tolérée,
Pas de relance inutile. Si un produit est manquant ou abîmé, le remboursement est instantané. Si le client a une question, il obtient une réponse rapide, souvent sans avoir besoin de la poser d'ailleurs. Le service dans ce modèle ne se donne pas en spectacle, il s'efface derrière la fluidité. Et c'est cette discrétion, cette absence de bruit qui fait toute la force de l'expérience. Voyez-vous, dans ces trois cas, en fait, Fnac Darty, L'Uni et Picnic, le service prend des formes différentes, mais il repose toujours sur la même attention, prolonger la relation au-delà de la vente. Il ne s'agit plus de traiter les clients comme des acheteurs, mais comme des partenaires dans la durée. Le service devient la signature relationnelle de la marque, sa manière d'exister dans l'esprit du client, bien après l'achat. Ce renversement de perspective oblige les entreprises à revoir leurs priorités. Il ne suffit plus de lancer un bon produit. Il faut être capable de l'accompagner, de le réparer, de l'expliquer, de le faire vivre. Il faut aussi des équipes formées, alignées, responsabilisées. Et surtout, il faut une culture d'entreprise tournée vers le soin, où chaque contact, chaque réponse, chaque geste contribue à renforcer la confiance. Dans une époque où tout va vite, où tout se standardise, où l'expérience client se mesure souvent en clic, le service, lui, ralentit, humanise, différencie. Il devient une forme de loyauté concrète, pas celle que l'on promet en campagne marketing, mais celle que l'on prouve au quotidien. Alors là-dedans, on va construire une relation émotionnelle. Et il est une chose que ni les algorithmes ni les stratégies de conversion ne peuvent pleinement modéliser, c'est bien l'émotion. Et pourtant, c'est souvent elle qui détermine l'attachement à une marque. La qualité d'un produit peut séduire, l'efficacité du service peut rassurer. Mais seule l'émotion crée la fidélité sincère. Celle qui transforme un acheteur en ambassadeur, une expérience en souvenir. Dans un paysage commercial de plus en plus automatisé, standardisé, scalé, certaines marques choisissent de faire exactement l'inverse, ralentir, personnaliser, humaniser. Elles créent une proximité authentique, parfois imparfaite, mais toujours incarnée. Et c'est dans cette imperfection assumée que se niche la relation émotionnelle. Prenons le cas de Patine, la marque fondée par Charlotte Deureux. Dès le départ, Patine a refusé les codes du marketing classique pour construire une relation client fondée sur la transparence, la co-création et l'humour. Ici, la relation ne commence pas au moment du paiement, mais bien en amont, lors des discussions sur les réseaux sociaux, dans les newsletters rédigés à la première personne, dans les choix de production faits avec la communauté. Le ton est chaleureux, les coulisses sont montrées sans phare, les hésitations sont partagées. Et c'est justement cette vulnérabilité maîtrisée qui crée l'émotion. Le client n'est plus simplement informé, il est impliqué. Il comprend les contraintes, partage les dilemmes, célèbre les réussites. Il devient partie prenante d'un récit entrepreneurial et cette narration continue, sincère, incarnée, transforme l'acte d'achat en un acte de soutien. Patine ne vend pas seulement des vêtements durables, elle tisse une connivence affective durable elle aussi. Dans un registre différent, Maison Labiche déploie une autre forme de relation émotionnelle. Plus discrète, mais tout aussi efficace, la marque s'est fait connaître pour ses broderies personnalisées, signatures délicates d'un produit à la fois intemporel et singulier. Mais derrière cette promesse se cache une posture relationnelle précise, faire du vêtement un vecteur d'expression personnelle. Chaque broderie est une émotion cousue. Un prénom, une phrase, une date, chaque pièce devient un support de mémoire, un petit bout d'histoire intime. Et c'est là que réside la force du lien. Le client ne porte pas seulement un produit, il porte un morceau de lui-même. La marque, de son côté, veille à respecter cette charge symbolique, production soignée, écoute attentive, SAV souple. La relation est à la fois discrète et profonde, respectueuse et signifiante. Ici, l'émotion naît de la délicatesse. A l'inverse, certaines marques revendiquent une émotion joyeuse, décomplexée, immédiate. C'est le cas de Cabaya, dont l'univers coloré, décalé et communautaire constitue une singularité forte dans le paysage des accessoires. Mais ce qui frappe au-delà du ton employé et des visuels vitaminés, c'est l'attention portée à la relation humaine. Le SAV est conçu comme un service de proximité presque amical, des messages personnalisés, des réponses rapides, des échanges informels, des petits gestes non demandés, autant d'éléments qui rendent la relation vivante. Chez Cabaya, on tutoie volontiers, on répond parfois à côté, on offre des anecdotes, on surprend avec une blague.
ou un bouton glissé dans un colis. Et pourtant, rien n'est négligé. Chaque interaction est prise au sérieux. Chaque client est considéré. Et c'est précisément cette combinaison entre décontraction et efficacité, entre humour et rigueur qui crée un attachement fort. On ne vient pas seulement acheter un sac à dos, on rejoint une tribu. Ces 3 exemples, Patine, Maison Labiche, Cabaya, montrent que l'émotion ne s'improvise pas, elle se construit dans la durée, à travers des choix éditoriaux, des gestes concrets, des postures incarnées. Elle suppose d'accepter une part de vulnérabilité, de subjectivité et de sincérité. Elle demande aussi du temps, de la constance et une certaine forme de générosité, il faut bien le dire. Et c'est précisément là que se joue l'avenir de la relation client. Dans cette capacité à sortir du cadre purement fonctionnel pour toucher quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus humain. L'émotion est un langage universel. Dans un monde saturé de messages, elle reste l'un des rares canaux qui ne fatigue pas. Et lorsqu'elle est sincère, elle vaut bien plus que n'importe quelle promotion. Alors là-dedans, il va falloir écouter, organiser l'écoute client de la data au discernement. Écouter ses clients, voilà un principe qui semble, de prime abord, relever du bon sens. Et pourtant, dans bien des organisations, l'écoute reste souvent intuitive, informelle, voire opportuniste. On interroge le client quand cela arrange, on les consulte après l'achat, rarement avant, on le mesure via un score, sans toujours chercher à comprendre ce qui se joue derrière une note. Mais à l'heure de la saturation publicitaire, de l'hyperconcurrence, de l'instantanéité numérique, écouter ses clients ne suffit plus. Il faut savoir organiser cette écoute, la structurer, l'industrialiser sans la déshumaniser. Il faut surtout savoir en tirer quelque chose d'utile pour améliorer, corriger, mais aussi pour innover. Et c'est tout l'enjeu que relève Zalando, comme l'explique Laura Toledano, directrice générale pour la France, le Royaume-Uni et l'Irlande d'ailleurs. L'entreprise est l'un des leaders européens de la mode en ligne, et elle place la donnée au cœur de son pilotage relationnel. Ici, l'écoute client est systématique, transversale et exploitable. Les retours clients, qu'ils soient explicites, les avis, les NPS, les feedbacks directs, ou implicites, au travers des comportements de navigation, les taux de retour, les abandons de panier, alimentent en temps réel les équipes produits, marketing, logistique, jusqu'aux marques partenaires. Et cette capacité à interpréter les signaux faibles permet à Zalando d'ajuster ses recommandations, de co-développer certaines collections, d'anticiper les irritants, et même d'orienter les choix d'assortiment. L'écoute n'est pas un simple dispositif, c'est un système nerveux organisationnel. Elle irrigue toutes les fonctions. Autre exemple, dans un contexte totalement différent, Rakuten France, sous l'impulsion de Cédric Dufour, en tant que marketplace ouverte, Rakuten se trouve dans une situation délicate. La relation client est partagée entre la plateforme, les vendeurs tiers, les partenaires logistiques, et pourtant, la marque a choisi de s'impliquer activement dans la qualité relationnelle sans se réfugier derrière la logique d'intermédiation. Et cela passe par des outils de monitoring des vendeurs, mais aussi par un accompagnement concret pour faire monter leurs standards relationnels. Les vendeurs les plus performants sont valorisés, ceux qui posent problème sont formés ou alors évincés. En parallèle, Rakuten met en place un service client accessible, humain, capable de trancher en cas de litige, de rembourser rapidement, de rétablir la confiance. L'entreprise joue un rôle d'arbitre, mais aussi de garant. Là encore, l'écoute ne se limite pas à récolter des données, elle se traduit en décision. Cette exigence se retrouve aussi chez Back Market, comme l'a souligné Ricardo Argenta, spécialisé dans le reconditionné électronique. La marque se devait de réassurer. Dans un marché encore jeune, parfois perçu comme risqué, elle a donc mis en place une culture du feedback produit extrêmement poussée, en lien avec ses marchands partenaires. Chaque retour client, chaque incident, chaque insatisfaction est analysé, tracé, documenté. L'équipe Customer Journey ne se contente pas de résoudre les problèmes, elle en tire des matrices d'amélioration produit, des standards de qualité, des ajustements dans les flux logistiques. La relation client devient un capteur d'innovation, un catalyseur d'excellence opérationnelle, et cette boucle vertueuse repose sur un principe simple: écouter sans délai, répondre avec méthode, corriger avec engagement. Ce qui ressort de ces approches, c'est qu'écouter ses clients n'est plus une fonction annexe, c'est une compétence stratégique, structurée, outillée.
Cela nécessite des équipes dédiées, des outils de pilotage transverses, des indicateurs qualitatifs aussi puissants que les KPI traditionnels. Cela demande aussi une vraie capacité à faire remonter la voix du client jusqu'au décideur sans la filtrer ni la déformer. Mais attention, organiser l'écoute ne doit pas tuer la spontanéité. Dans un monde de CRM automatisé, de chatbots standardisés, l'authenticité reste une valeur rare. Il ne suffit pas de capter les insights. Il faut savoir les entendre dans ce qu'ils ont d'émotionnel, de contextuel, parfois de dérangeant, et il faut oser en faire quelque chose. C'est peut-être là le plus grand défi, passer de l'écoute formelle à l'écoute active. Être capable de réconcilier la donnée et l'empathie. Organiser l'écoute, oui, mais sans jamais oublier que derrière chaque avis, chaque retour, chaque mécontentement, il y a une personne qui a pris le temps de s'exprimer. Et qu'au fond, c'est cette voix-là qui fonde la légitimité d'une marque. Alors, fidéliser, sans enfermer, vers un contrat relationnel renouvelé. Ouais, fidéliser, le mot est ancien, presque désuet, tant il a été galvaudé. Pendant des décennies, la fidélisation a été envisagée comme un système incitatif, souvent basé sur des mécanismes d'accumulation, points, cartes, avantages, réductions. Un client fidèle était celui qui revenait mécaniquement, souvent sans enthousiasme, parfois sans choix. Bon bref, la fidélité était captée, rarement consentie. Mais cette logique a atteint ses limites. Dans un monde de sursollicitation, le consommateur n'a plus envie d'être enfermé. Il veut choisir, comparer, bifurquer. Il veut garder la main. Il peut vous aimer sincèrement, mais il refusera d'être contraint. La fidélisation ne peut plus être un piège déguisé, elle doit devenir un contrat moral, une préférence assumée. Certaines marques l'ont parfaitement compris. Elles cherchent moins à retenir qu'à séduire dans la durée. Elles construisent une relation fondée sur la liberté, la confiance et la clarté. Et ce sont souvent celles qui acceptent le plus les départs qui enregistrent les taux de retour les plus élevés. Et c'est par exemple le cas de Picnic, que nous évoquions précédemment. L'entreprise ne propose aucun programme de fidélité traditionnel. Pas de points, pas de cartes, pas de promotion exclusive. Et pourtant, la fidélité, là, elle repose sur l'efficacité de l'expérience, la cohérence des promesses, la régularité du service. Le client revient parce que c'est simple, fiable, rassurant. Il reste parce qu'il n'y a aucune raison de partir, en fait. Non parce qu'il est incité artificiellement. C'est une fidélité silencieuse, mais solide. Autre approche chez Maison Labiche, où la relation se construit davantage sur le plan affectif, la marque mise sur une fidélisation douce, faite d'invitations à des événements, de newsletters écrites à la main, de rappels sincères, jamais pressants, pas de harcèlement promotionnel, pas de relance algorithmique agressive. L'enjeu est de rester dans l'esprit du client sans l'envahir, de créer une présence amicale, disponible, mais non intrusive. Et c'est cette discrétion relationnelle qui fait parfois toute la différence. Même logique chez Kabaya, qui pourrait pourtant céder à la tentation d'une fidélisation ultra structurée compte tenu de son succès. Mais là encore, le choix est fait d'une relation communautaire plus que commerciale. Les clients fidèles sont ceux qui se sentent membres d'un univers et non les bénéficiaires d'un avantage quantifiable. C'est le sentiment d'appartenance cultivé par les réseaux sociaux, les blagues en colis, les interactions avec le SAV qui alimentent la fidélité. Pas les récompenses. La relation est émotionnelle, pas contractuelle. Enfin, chez Rakuten, la fidélité prend un autre chemin, celui de la rémunération de la fidélité, justement. Le programme de cashback proposé par la plateforme récompense chaque achat, prend un retour en euros sur la cagnotte client. Cela pourrait paraître purement économique et pourtant la force de Rakuten réside dans la transparence, la simplicité et la générosité du dispositif. Pas de conditions cachées, pas de points à convertir, pas de seuil illisible. On gagne, on voit, on utilise. Et ce confort de compréhension crée lui aussi un lien de confiance, un sentiment de respect du client. Ce que montrent tous ces exemples, c'est que la fidélité, elle ne s'achète plus, elle se mérite. Elle repose sur des fondamentaux plus profonds que l'avantage immédiat, la qualité perçue, la constance dans la promesse, la capacité à être là au bon moment et à se taire au bon moment aussi. Elle suppose une vision long terme, patiente, cohérente. Une marque ne fidélise pas par une astuce marketing, elle fidélise en prouvant jour après jour qu'elle mérite qu'on lui reste fidèle.
Et cela passe par un contrat implicite, mais très puissant. Tu es libre, mais tu choisis de rester. Tu peux partir, mais tu n'en as pas envie. Tu n'es pas prisonnier, tu es attaché. Et dans un monde où l'infidélité est la norme, cette forme de loyauté active est paradoxalement la plus précieuse. En bref, dans un monde saturé de messages, de choix et de promesses, ce sont les marques qui prennent soin de leurs clients qui tirent leur épingle du jeu. Pas celles qui crient le plus fort, ni celles qui vendent le plus vite. Celles qui, dans le bruit ambiant, prennent le temps d'écouter, d'accompagner, de dialoguer. Celles qui, derrière chaque interaction, injectent un supplément d'âme. Ce que révèlent les témoignages des dirigeants rencontrés, Fnac Darty, Patine, Zalando, Kabaya, Picnic, Maison Labiche, c'est une conviction forte, partagée, presque intuitive. Le vrai levier de différenciation ne réside plus dans le produit, mais dans la relation. Ou plutôt dans la manière dont la relation prolonge, incarne et parfois même sauve le produit. Prendre soin de ses clients, cela ne signifie pas flatter, ni surservir, ni céder à toutes les exigences. Cela signifie plus profondément mettre en place une culture de la considération. Une culture où le client n'est plus seulement un acquéreur ou un utilisateur, mais une personne avec des émotions, des contradictions, des attentes. Et cette culture ne se décrète pas. Elle se construit dans le détail, dans la durée, dans la cohérence. Elle se traduit par des parcours pensés pour fluidifier l'expérience, comme chez Picnic, par des dispositifs serviciels qui valorisent l'après-vente, comme chez Fnac Darty, par une écoute structurée et exploitée, comme chez Zalando, par une relation communautaire incarnée, comme chez Kabaya, ou encore une fidélisation douce, respectueuse de la liberté du client, comme chez Maison Labiche. À chaque fois, un même fil rouge. Prendre soin, c'est donner du sens à la relation, donner du sens à la confiance, à la répétition d'un geste d'achat, à la préférence d'une marque face à tant d'autres. Et ce sens aujourd'hui, il fait la différence. Il faut aussi souligner que cette attention portée aux clients est un puissant révélateur interne. Une entreprise qui soigne ses clients est souvent une entreprise qui respecte ses équipes, qui forme, qui responsabilise, qui donne du cadre sans étouffer l'initiative. Car la relation client ne peut pas être un vernis marketing, elle reflète toujours, à un moment ou à un autre, la culture réelle de l'organisation. En définitive, dans un monde de plus en plus automatisé, c'est l'humanité des marques qui fait la différence. Leur capacité à rester proche sans être intrusive, à être efficace sans devenir mécanique, à créer de la réassurance sans renoncer à l'émotion. Et cette humanité, lorsqu'elle est sincère, devient le meilleur des leviers business, car elle touche ce que ni la technologie, ni les campagnes, ni les algorithmes ne peuvent imiter, le sentiment d'être considéré.